Salut YouTube. Alors aujourd'hui on va parler du sport national en Thaïlande, de la boxe thaïlandaise. Alors j'ai pas préparé un texte en détail, en fait j'ai marqué juste les gros points que je voulais aborder, donc j'espère que je vais rien oublier d'important. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le rajouter en commentaire. Donc on va commencer par le commencement, on va parler des règles. Alors en boxe thaï, on va pouvoir utiliser pied, poing, genou, coude. Et il va y avoir aussi des projections du corps à corps. Donc ce qui va donner le plus de points, ça va être des kicks, des middle kicks. Contrairement au kickboxing, quand vous bloquez avec les bras par exemple, si vous bloquez pas avec le tibia, le kick, à ce moment-là, ça comptera comme un point quand même. Tandis que le kickboxing, il faudrait que ça passe sur les côtes pour que ça compte comme un point. Mais la chose qui va donner le plus de points, ça va être justement les projections. Donc quand on sera au corps à corps, quand on va faire tomber quelqu'un, c'est à ce moment-là qu'on va donner le plus de points. Alors, certains donnent des points du genre, ça vaut 5 points, ça vaut 2 points, 3 points. En fait, c'est juste une image. Pour compter les points en boxe thaï, c'est plus sur celui qui domine le combat, qui gère le combat. Ça veut pas dire forcément avancer, donner des coups pour rien. Au contraire, ça veut dire marquer des points, être intelligent dans sa boxe. Donc, on peut gagner tout en reculant presque tout un combat. Ça dépend du nombre de points que vous mettez. Mais par image, si par exemple on devait mettre des points sur la projection, on en mettrait peut-être aux alentours de 5. Sur un kick, on en mettrait 2, 3. Ensuite, pour les points, ça compterait seulement 1 point. Autre chose importante à savoir, les 2 premiers rounds, c'est surtout des rounds d'observation. Il se passe pas grand chose. Parfois, c'est pour les paris, pour qu'ils montent. Des fois, c'est simplement pour s'échauffer, se mettre dans le bain. En général, ça va surtout être ces 2 points. Maintenant, on va parler des stadiums. Déjà, quand on commence les combats, il n'y a pas de statut amateur. Enfin, il existe des combats amateurs parfois, par exemple à l'université, à l'école, mais en général, les boxeurs passent directement au professionnel, même les enfants. Professionnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on gagne de l'argent, au moins un petit peu, et aussi qu'on n'a pas de protection. Donc en général, ça dépend d'où on habite. Si on habite en ville, ça va être des combats dans des bars, par exemple sur Pattaya. Si on habite dans la campagne, là, ça va être des événements dans des temples. Là où vous voyez des fêtes foraines dans des temples, parfois, très souvent même, si c'est dans la campagne, il y a des rings avec des combats. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont faire leur premier pas. Après, ça ne veut pas dire qu'il y ait tout le temps des débutants dans les combats, dans les temples. Il peut y avoir de très bons boxeurs, d'anciens champions parfois. Mais c'est surtout dans la première partie de la fight card où il va y avoir des combats d'enfants ou des personnes qui ont peu d'expérience. Après ça, ils peuvent passer dans les stadiums locaux dans leur province. Donc il y en a dans pas mal de villes. Il y en a dans des grandes villes touristiques, beaucoup même. Sur Pattaya, Phuket, Chiang Mai, là on a beaucoup de stadiums. Mais on a aussi dans les plus petites villes, par exemple à Koh Lat. Il y en a également sur Hua Hin, qui est plus petit, même si c'est touristique. Et il y en a sûrement dans plein d'autres endroits, je ne les connais pas tous. Il peut y avoir aussi des événements éphémères. Dans un grand événement, par exemple à Bolilam, il me semble que c'est pendant le GP, il y a de gros événements. Parfois dans le sud, pareil. Moi, ça m'est déjà arrivé de combattre à la frontière du Cambodge. C'était un gros événement, une sorte de fête foraine, mais c'était pas dans un temple. Et là, très souvent, il y a des gros combats, les primes sont plus importantes. Mais pareil, souvent en première partie, ça va être des gens qui ont moins d'expérience. Et une fois qu'ils ont pris leur expérience, fait leurs preuves, à ce moment-là, ils peuvent rentrer sur Bangkok. Donc dans les plus grands stadiums, là, il va y avoir Om Noi. En général, c'est les jeunes qui vont commencer par Om Noi. Et puis après, il y a aussi le Lumpini, le Rajadamnern. C'est là où ils vont boxer et les primes vont commencer à monter. Il existe aussi un circuit parallèle, entre guillemets. Ça va être les combats en 3 rounds. C'est plus pour du show, même si c'est du vrai combat, hein. C'est vraiment pour l'entertainment, pour la télévision. Donc certains ont la possibilité de faire les deux, c'est-à-dire faire des combats 5 rounds dans des stadiums et faire des combats 3 rounds dans des shows, par exemple le Max Muay Thai, le Super Champ, le Thai Fight, et puis plein d'autres événements qui a existé et qui existe et qui existera, parce qu'ils aiment bien de créer de nouveaux événements. Donc voilà, ça va être un peu le parcours d'un boxeur. Donc ça va être des petits combats, parfois à la campagne ou dans des petits stadiums pour ensuite monter et aller au plus haut niveau. Maintenant, on va parler de l'entraînement pour les Thaïs, parce que les gens ils aiment bien différencier l'entraînement pour les étrangers et pour les Thaïs. Donc je vais vous dire un entraînement type d'un Thaï, même si ça va tout le temps changer entre camps, hein. Personne ne fait la même chose exactement, mais ça sera les grandes lignes. Donc je vais vous parler de mon expérience personnelle. Donc en général, dans la plupart des camps où j'ai vécu, donc le matin ça va être beaucoup de cardio. En général, on va courir pendant 10 km. Parfois il y aura de la montagne, parfois non, ça dépend où on habite. Après ça, parfois dans certains gyms et quand on a un combat surtout, on va faire du pads. Donc des PAO, 3 à 5 rounds. Après ça, on va passer directement au sac. En général, 3 rounds. Car en fait, quand certaines personnes sont en PAO avec l'entraîneur, d'autres sont au sac en attendant leur tour. Et puis ils inversent.
Et une fois que tout le monde a fini, là on va passer au corps à corps. Le matin, dans la plupart des camps où j'étais, c'était plutôt léger. On faisait 15-20 minutes de corps à corps seulement. Et puis après le corps à corps, là on va passer par des séries au sac. Donc ça va être des séries de genoux. En général, c'est des séries de 50, 3 à 5 fois. Et puis parfois des séries de kicks, donc quelqu'un tient le sac et puis à ce moment-là, on kick le sac. Là, on va faire en général des séries de 20. Il y en aura un de chaque côté, un kick du droit, un kick du gauche. On arrive à 20 chacun, on change et puis après ça tourne comme ça. Et après on finit par le renforcement musculaire, donc des abdos, des tractions, des pompes, un peu d'étirement et là on va finir aux alentours de 9 heures, ça dépend à quelle heure on a commencé. Puis on va manger, dormir, puis se réveiller plus tard pour l'entraînement de l'après-midi. Donc l'entraînement de l'après-midi en général c'est beaucoup plus poussé. On va beaucoup moins courir, donc on va courir environ 5 km ou sinon faire environ 10-15 minutes de corde à sauter. Après la corde à sauter, donc on va passer la même chose, hein, les PAO, le sac. On va alterner avec les boxeurs, les entraîneurs. Donc si on fait des PAO, si on a un combat, ça va être minimum 5 rounds, parfois plus. En général, moi quand j'avais un combat, je faisais 6-7 rounds de PAO. Et puis après du sac, donc pareil, équivalent à ce que vont faire les autres au PAO. Ah oui, en général, ceux qui ont un combat proche, c'est eux qui vont passer en premier au PAO. Et ceux qui ont un combat lointain, ils vont passer d'abord au sac, ils vont attendre leur tour. Puis ils vont faire moins de rounds du coup, ils vont faire 3 à 5, ça va dépendre. Donc une fois les PAO et le sac terminés, là on va repasser au corps à corps. Ça va être un peu plus long, il faut compter en général une demi-heure. Après le corps à corps, parfois on va passer au sparring. Là aussi ça dépend vraiment des camps, des boxeurs. Il y a des camps qui font jamais de sparring parce qu'ils veulent pas se blesser et combattent régulièrement. Et on a qui au contraire aiment bien faire du sparring. Parfois ça va être même du sparring à thème du coup. Là on va retourner au sac pour faire des séries. Pareil, des séries de genoux, des séries de kicks. Un peu la même chose de ce qu'on a fait le matin. Parfois des séries de type de front kick. Et puis, une fois tout ça terminé, on va repasser au renforcement musculaire. Donc, des tractions, des pompes, des abdos, puis étirement. Et voilà, ça va être la fin d'une journée typique pour un boxeur. En général, on s'entraîne 2 fois par jour, 6 jours sur 7. On a un jour de repos. Très souvent, ça va être le dimanche. Dans certains camps, c'est le lundi, mais c'est plus rare. Et il existe des camps qui ont aucun jour de repos, ils s'entraînent tous les jours à peu près pareil. Même s'il y a des jours où l'intensité de l'entraînement va être plus basse, mais ils s'entraînent à peu près pareil tous les jours. On va parler maintenant l'entraînement des étrangers. J'ai pas envie de dire vraiment l'entraînement des étrangers. En fait, je m'explique. C'est qu'un étranger, par exemple, moi, peut très bien faire le même entraînement que les Thaïs, être perçu comme un Thaï par son entraîneur, pas avoir de traitements différents en suivant de la race. En fait, ça va être plutôt être un entraînement pour touristes. Par exemple, si vous vous entraînez à un endroit la journée et puis aussi en fonction des endroits, vous n'allez pas forcément suivre cet entraînement. Vous n'allez pas forcément suivre les entraînements des autres. En fait, c'est normal. Déjà, ils savent pas forcément votre niveau. Si vous pouvez suivre cet entraînement, ça sera trop dur. Si ça va vous intéresser aussi, parce que c'est épuisant. Et puis même s'ils voient que vous avez le niveau, vous pouvez le suivre, ils vous connaissent pas vraiment. Ils ont pas envie que vous joigniez l'entraînement avec les autres, par peur de blesser les boxeurs, parce qu'ils ont des dates avec des combats bientôt. Mais si vous restez longtemps dans un camp, si vous avez installé une atmosphère de confiance, à ce moment-là, ils peuvent vous inviter à rejoindre l'entraînement des boxeurs pros. Là où j'ai vu la plus grosse démarcation, c'était dans des gros gyms. Par exemple, au Fairtex à Pattaya, on voyait les boxeurs thaïs ou étrangers, parce qu'ils ont aussi une équipe de boxeurs sponsorisés étrangers. On voit que quand on vient pour une journée, si vous connaissez personne, vous n'allez pas faire le même entraînement que les autres. On va pas forcément vous inviter à faire certaines activités. Par exemple, du sparring quand il y en a, du corps à corps avec eux, etc. Et aussi, au Tiger Muay Thai, quand j'ai passé 1 an, en fait, ce qu'ils font au Tiger, c'est qu'ils se divisent les classes en fonction des niveaux. Donc, il y a le niveau vraiment débutant, qui connaissent rien. Là, on va apprendre toutes les bases. Un niveau un peu plus élevé, ils savent un peu boxer, donner des coups, mais ils sont pas assez bons. Ça va être le niveau intermédiaire et un niveau avancé, là où les gens ils savent boxer, ils savent s'entraîner. Et puis encore un autre niveau avec les professionnels, les boxeurs sponsorisés, thaïs ou étrangers. En l'occurrence étrangers. Au Tiger, il y a quelques Thaïs, mais beaucoup d'étrangers. Et ceux qui sont à la classe Advanced, ils vont pas pouvoir rejoindre les boxeurs pros. En fait, par peur de se faire blesser ou que ça se passe mal, qu'il y ait des problèmes, tout ça. Par contre, si vous restez longtemps à l'Advance, parfois on peut vous inviter à rejoindre les pros pour s'entraîner avec eux. Très souvent, je voyais, en fait, ils s'entraînaient à la classe Advance. Les classes ont lieu en même temps, mais ils s'entraînaient avec les entraîneurs Advance. Nous, on s'entraînait avec les entraîneurs pros. Et puis après qu'on allait passer au sparring, au corps à corps, là, certaines personnes advanced qui sont restées longtemps, auxquelles, justement, comme je vous disais, une atmosphère de confiance s'est installée, ils pouvaient nous rejoindre pour pouvoir tourner avec nous. Ça permet, nous, de rencontrer un nouveau style, un nouveau type d'entraînement, pas tomber dans une routine, et aussi également rencontrer quelque chose de nouveau, et puis
peut-être parfois s'entraîner avec des personnes un peu meilleures. Je dis parfois parce que parfois également, les personnes de l'Advance sont déjà de très bons boxeurs. Donc pour revenir à l'entraînement pour touristes, en général, on va vous faire 5-10 minutes de corde pour vous échauffer. Après, vous allez faire 3 à 5 rounds de PAO. Parfois, ils vont vous accompagner au sac, ils vont vous dire de faire du sac. Et là, en général, ça sera fini. On va vous dire, vous pouvez rentrer chez vous. Des fois, ils vous invitent à rejoindre des personnes de votre niveau pour faire du corps à corps et parfois des boxeurs très bons pour vous entraîner, faire du corps à corps, du sparring. Ça dépend vraiment des gyms. Donc ça va être tout ce qui est la catégorie d'entraînement. Maintenant, on va passer aux paris. Donc les paris sont interdits en Thaïlande, mais ils se font dans la boxe. On va dire qu'ils les laissent faire. Il y a beaucoup de personnes qui disent que les paris, c'est ce qui tue le sport parce que ça peut influencer sur le résultat de certains combats. Donc c'est pas totalement faux, hein. C'est vrai que ça influence parfois sur certains combats où il y a des personnes qui ont mis beaucoup d'argent, ils peuvent pas le perdre, connaissent du monde et puis le résultat n'est pas ce qu'il aurait dû être. Ça arrive parfois, mais en général, c'est plus bénéfique qu'autre chose. Les paris, c'est ce qui va faire vivre la boxe thaï, vraiment. Sans les paris, il n'y aurait pas autant de boxeurs qui combattraient. Je vais vous parler justement des primes, puis après je vais revenir sur les paris. En fait, quand on commence les combats, quand on a un enfant, donc si on est dans des villes touristiques avec, comme je vous disais, des combats dans des bars, là, il n'y aura pas de prime de combat, mais on sera typé en fait. Une fois que le combat est fait, vous faites le tour des tables, des gens qui boivent, et ils vont vous donner quelques bahts. Parfois, vous pouvez avoir pas mal, hein, pour un enfant, c'est pas mal. Quand vous êtes toujours un enfant, hein, vous combattez dans un petit stadium ou dans des événements de temple, en général, les enfants, ils sont payés des centaines de bahts, de 100 à 200 bahts quand ils commencent. Et après, au fur et à mesure de leur niveau, l'argent va augmenter. Donc, ce qui va permettre au gym de vivre, parce que ça coûte cher d'entretenir un boxeur. Donc, très souvent, c'est le camp ou des entraîneurs qui vont parier pour jouer déjà, mais aussi pour gagner un peu d'argent. S'ils ont confiance en leurs boxeurs, ils vont parier sur eux. Donc au fur et à mesure qu'ils grandissent, qu'ils prennent de l'expérience, les primes vont commencer à augmenter. Quand ils vont passer dans des stadiums plus grands pour ensuite rentrer sur Bangkok dans les gros stadiums comme le Raja, le Lumpini, là les primes vont commencer à être pas mal. Il me semble que ça commence aux alentours des 6000 bahts, si je dis pas de bêtises. Et puis après tous les combats, quand on gagne, ça va augmenter. Quand on perd, ça va diminuer un peu. Et ça peut atteindre de très grosses sommes aux gens qu'on appelle les Yonwei, donc les meilleurs de leur catégorie, à bien plus de 100 000 bahts, 200 000 bahts, 250 000 bahts aussi, il me semble, pour Tank par exemple. Mais avant ça, déjà, c'est pas tout le monde qui va arriver un jour à ce niveau-là. C'est vraiment une poignée de personnes qui ont la chance d'atteindre des primes de cette catégorie-là. La plupart des gens, quand ils vont arriver à un niveau moyen, ils vont être aux alentours des 10 000 bahts, puis un niveau vraiment pas mal, au-dessus de 20 000 bahts. Ça va être vraiment bien. On pourra vivre aux alentours des 10 000 bahts. C'est là où les paris vont avoir énormément d'importance. En fait, dans les stadiums, il y a des parieurs professionnels qui viennent là pour parier, parfois par envie, parfois parce que c'est leur métier, et parient des très grosses sommes. Quand je dis très grosses sommes, c'est des centaines de milliers, des millions, plusieurs millions de bahts. Et quand ces genres de personnes mettent un gros pari, pour motiver le boxeur, ils vont les voir, ils vont leur dire: si tu gagnes ce combat, je te donne 250 000 bahts. C'est pas pour de faux, hein, c'est vraiment pour de vrai. Si le parieur a mis beaucoup d'argent sur un boxeur et le boxeur est en train de perdre, la cote va changer. À ce moment-là, ils peuvent rajouter de l'argent, voir le boxeur, lui dire: si tu gagnes, je te donne tant, parce que le parieur veut vraiment gagner, il veut pas perdre son argent non plus. Il y a tellement d'argent à gagner qu'il peut se permettre de lui donner 100, 200 000 bahts. Ça permet de le motiver. Puis s'il gagne, tout le monde est content. Donc c'est vraiment ce genre de choses qui va pouvoir faire vivre des boxeurs lambda ou de très gros boxeurs qui ont déjà une très bonne prime. Imaginez que votre prime est à, je sais pas, 15 000 bahts et il y a un parieur qui va vous voir et qui dit: si tu gagnes ce combat, je te donne 100 000 bahts. C'est tout bénef pour vous. Donc c'est exactement pour ça que les paris, ok, il y a des choses négatives, mais pour moi, mais de mon point de vue en tout cas, il y a beaucoup plus de choses positif que négatif. Ça permet aux boxeurs et aux camps de pouvoir vivre et ça donne envie à ces personnes qui n'ont pas forcément les moyens de vouloir devenir professionnels pour pouvoir peut-être un jour gagner beaucoup d'argent, que ce soit grâce à leur prime ou grâce à leur pari. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je pense avoir parlé de tous les points. S'il y a des choses que j'ai oubliées, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Un jour, je ferai une vidéo sur un entraînement complet dans un camp. Comme ça, vous pourrez voir ce que ça donne. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un like, mais surtout à vous abonner à la chaîne. Et puis, je vous dis à la prochaine.